Salut tout le monde, bonjour, bonsoir. On vous retrouve pour un nouvel épisode du Hub, cette fois-ci sur ChatGPT et pas Chatbot GPT. Je pense que je vais dire ça à chaque fois, donc n'hésitez pas à me reprendre et excusez-moi si je le dis. C'est un tic de langage que je n'arrive pas à enlever. Donc on va parler de ChatGPT qui va transformer différents domaines, notamment ceux de l'enseignement et de l'éducation, et on va en parler ensemble. C'est les deux grandes parties de cette émission de ce soir. On va se poser les questions avec nos invités. Doit-on inclure ChatGPT dans nos apprentissages? Y a-t-il un réel risque de désinformation? Et comment tirer un maximum de profit avec cet outil? Voilà, c'est le type de questions que je vais poser à nos deux invités que voici. Je vous présente Liora et Salim. Est-ce que vous Bonjour. pouvez vous présenter rapidement? Du coup, moi, je m'appelle Liora Chemla, je suis en M2 Données et Intelligence Artificielle à l'EFRAY. Et voilà. Donc, je suis aussi ambassadrice de l'EFRAY. Donc bonjour, moi je suis Salim Nalé, je suis responsable académique Executive Education à l'EFRAY. Je suis aussi responsable des programmes Data et Intelligence Artificielle. Donc je développe des programmes dans l'intelligence artificielle à toute l'école, programme de grande école, programme expert du numérique, mais aussi la formation continue. Ravie de vous avoir avec nous. Top, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Liora, je crois que tu as un projet étudiant en intelligence artificielle, c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, on est sur un projet qu'on va présenter à Vivatech qui s'appelle Leaf Pilot. Et on essaye de développer une IA générative qui va permettre d'aider les conducteurs à respecter tout ce qui est règles d'éco-conduite en leur proposant du coup de mettre une voie dans leur voiture pour les aider à gérer leur consommation de carburant et respecter les règles d'éco-conduite au mieux. Tu peux nous parler un peu plus de Vivatech? C'est quoi? Vivatech, du coup, c'est un grand événement qui a lieu tous les ans sur Paris. Et le but, c'est qu'il y a plein de startups, plein d'entreprises qui peuvent du coup proposer et parler sur le thème de différents thèmes. Et cette année, c'est sur l'IA générative, en fait, un peu un thème d'actualité en ce moment. Ok. Et là, c'est quoi tes prochains jalons, les prochains grands steps dans le projet? Du coup, là, on a présenté notre projet à l'école. Donc devant Salim Nalé qui était mon professeur. Ah, ok, d'accord, très bien. Et après, du coup, c'est continuer, chercher, commencer à le développer et préparer tout ce qui est attendu pour le projet Vivatech qui est donné au jury. Ok. Voilà. Donc le résultat sera le jour de Vivatech. Il y aura les résultats de qui a gagné ce concours. C'est quoi la date exacte? Fin mai. Fin mai, ok, très bien. Et il n'y a aucun moyen où on peut te soutenir? Il y a pas, je sais pas, vous n'avez pas fait une page Instagram ou un truc comme ça? Non. Non. Ok, bon, tant pis. Petit aléa aussi, on va pas avoir d'assets à vous montrer aujourd'hui. Alors, je m'en voulez pas si je galère un peu. On a su ça à la dernière minute, alors je vais faire de mon mieux. Du coup, je vous propose qu'on commence. C'est parti. Première partie, ChatGPT, allié ou ennemi de l'enseignement. Alors, commençons dans le vif du sujet. ChatGPT, c'est quoi, Liora? ChatGPT, du coup, c'est une IA générative qui va permettre de répondre aux questions des utilisateurs en générant du texte, que ce soit du texte, des paragraphes de texte ou du code, par exemple. Et donc, du coup, ça va vraiment s'adapter aux questions de l'utilisateur, à son prompt, et du coup, il va répondre au mieux avec du coup, un LLM derrière qui a été développé par OpenAI. Et d'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai appris le verbe prompter. Ouais. Je ne savais pas qu'on appelait, en fait, finalement, quand on pose une question à ChatGPT ou à toute autre IA générative, qu'on appelait ça un prompt. Voilà, juste petite parenthèse. Salim, tu veux compléter les explications de Liora? Comme l'a dit Liora, il s'agit de l'intelligence artificielle générative, donc ça génère du contenu. Dans le cas de ChatGPT maintenant, avec ChatGPT+, parce qu'ils ont intégré aussi DALL-E 3, donc on peut aussi faire des prompts pour demander de générer des images. DALL-E 3, c'est pour DALL-E générer des images, c'est aussi un modèle d'IA génératif qui génère des images. Donc ChatGPT à la base, elle est basée sur GPT-3 et GPT-4 qui génèrent du texte. Donc on appelle ça un modèle de langage parce qu'il génère du texte. Donc pour le prompt, il s'agit des questions, toutes les instructions qu'on donne, parce qu'en fait quand on prompt, on peut demander de traduire, on peut demander par exemple d'analyser un document, en fait donnant le maximum d'instructions pour affiner les résultats attendus.
Et là, du coup, tu parlais de DALL-E qui permet de générer des images, mais il y a aussi des plugins associés à ChatGPT qui permettent de générer des images aussi, non? En fait, il y a pas mal de modèles déjà qui génèrent des images. Par exemple, avec DALL-E, il y a maintenant, on est à la version 3 depuis quelques mois. Ok. Il y a Midjourney, je pense version 6 peut-être. Il y a d'autres aussi, Stable Diffusion. Il y a pas mal des outils. Après, par exemple, OpenAI permet l'accès à tout son stack d'IA générative pour générer des images, du texte, de l'audio aussi, via en fait un API. Donc, tout développeur peut intégrer ça dans son développement. Ok. Et donc, un des assets qu'on va vous mettre, tous les assets, donc on ne peut pas les afficher, mais on vous les met quand même dans le chat. Un des assets que je voulais afficher, c'était donc, parce que j'ai regardé un de tes webinars, avec attention, grande attention, pour préparer cette émission. Et donc, il y avait un slide qui montrait, c'était, de mémoire, l'adoption de ChatGPT auprès des utilisateurs. Et on voyait que par rapport à Netflix, ça avait pris beaucoup moins de temps. Tout à fait. En fait, ChatGPT a été largement adopté par le grand public parce que pour moi, ça valeur, évidemment, c'était nouveau. Avant, on passait tous par Google pour chercher d'informations sur le net. Aujourd'hui, avec un outil comme ChatGPT, c'est tellement bien fait, l'interface facile que n'importe qui, même ceux qui n'ont pas un background technique, qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle, Ouais. l'informatique, ils peuvent utiliser sans problème, avec beaucoup de facilité. Il y a aussi plein d'outils qui permettent aux gens de se former online pour faire les bons prompts. Donc du coup, au niveau de vitesse d'adoption, c'était quelque chose. Hein. Donc je pense en 5 jours, ils ont eu 1 million d'utilisateurs. Et si on compare avec Netflix ou encore avec Facebook, qui a pris quelques mois pour atteindre 1 million d'utilisateurs, c'était presque du jamais vu. Ouais, c'est Et ça assez énorme. continue, hein, ça continue. Oui, Je oui. pense. Ouais, Et non, ce mais n'est pas vachement le seul parlé. outil. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, à mon avis, ChatGPT est l'outil le plus connu, le plus utilisé, mais il y a d'autres aussi outils équivalents. Oui, carrément. On parle depuis maintenant quelques mois de Mistral, Oui. des barres de Google ou Gemini et d'autres Perplexity. Il y a beaucoup d'outils en fait qui sont adoptés par Oui. le grand public. Eh ben, merci, ça me fait une parfaite transition. Parce que, juste, alors ça, c'est une petite question que je me suis posée. En fait, ChatGPT, GPT, ça veut dire Generative Pre-Trained Transformer. C'est vrai. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, en fait, c'est tous, si on prend le chat de Mistral, si on prend GPT-3, GPT-4, etc., c'est tous des GPT, même si celui de Mistral, on l'a appelé le chat, non? On peut... Très bonne question. Et d'ailleurs, vous avez raison. Hein, tu as raison. Laure, parce que le travail, la majorité de ces modèles de langage qui génèrent du texte, ils sont basés sur ce travail de transformer. En fait. C'est un papier scientifique qui a été publié par Google en 2017 et qui a fait un petit peu ce déclic dans le monde d'IA générative. Et donc, ChatGPT, il est basé sur la famille de GPT, donc Generative Pre-trained Transformer, mais aussi Mistral, mais aussi d'autres outils. Oui, Donc, Mistral, ils ont publié cette semaine, hein, le chat, c'est très nouveau. Hein, oui. donc, c'est l'équivalent ChatGPT français, donc, qui est développé par Mistral, hein, C'est une ça. entreprise française qui a été créée il y a maintenant 10 mois, même pas un an, et qui fait un grand succès, qui est en train d'émerger, de prendre de part de marché et d'être adopté aussi. Donc, je pense qu'ils ont fait de levée de fonds de 400 millions Ouais, de c'est quelques ça, c'est mois, ce que et j'ai noté. l'entreprise aujourd'hui est évaluée à 2 milliards d'euros. Ouais, Donc, carrément. Ouais, donc, ça a ouais, été avant fondé en qu'hier, je avril pense. 2023, j'ai C'est noté. nouveau, donc j'invite tout le monde à aller faire un compte sur le chat. Bon, le chat ou le chat, comme vous voulez. C'est le chat GPT français. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je australien. crois qu'ils l'ont appelé d'une autre manière quand on met le dark mode sur leur interface. Ils l'ont appelé d'un autre nom, mais j'ai Tout à pas fait, noté. tout à Mais fait. il y a un petit truc. Donc ouais, donc le Made in France, justement, je voulais en Mm. parler aussi, de Mistral, la petite fierté française, franchement. sûr. Quand même, quand on voit des petites T'as licornes comme raison. ça, on se dit, ah, la classe. Donc c'est Arthur, alors je sais pas comment on dit peut-être que toi tu sais, Arthur Mensch, je pense qu'on dit comme ça son nom de famille, bref. Guillaume Lample et Timothée Lacroix. Donc c'est trois Français qui ont fondé Mistral en avril 2023, donc ça fait même pas un an. Tout à fait. Et donc comme tu disais, 400 millions de levée de fonds de 400 millions de dollars, valorisé à 2 milliards. Et alors par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ça ne ciblerait pas en premier lieu par contre le grand public. Ça serait vrai. plutôt destiné aux sociétés et aux développeurs. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est à l'inverse de OpenAI. Avec ChatGPT, tout de suite, en fait, ils ont ciblé le grand public. Et ça, pour moi, c'est ce qui a fait le grand succès. Maintenant, ChatGPT ou
utiliser en tout cas les modèles d'OpenAI, et ça reste une entreprise américaine. On a des législations françaises, européennes sur les données, etc. Et maintenant, il y a l'AI Act qui sera voté dans les prochaines semaines. Donc, du coup, Mistral adresse ce problème-là, conformité législation européenne. Aussi, c'est un sujet de souveraineté. Hein. Donc, là, on va parler peut-être à côté l'impact sur les entreprises et sur l'économie. C'est colossal. Hein. Donc, on parle des chiffres vraiment gigantesques, impact sur l'économie. Donc, du coup, ouais, pour les entreprises, Mistral a été un bon moyen sur les entreprises françaises et européennes, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, on va dans les benchmarks, on compare les différents modèles d'IA générative. On a évidemment, toujours on trouve GPT-4 avec les différentes versions, on a Claude, Anthropic, après on trouve tout de suite Mistral, parfois avant, après Gemini de Google. Donc dans beaucoup de benchmarks, donc qui permet de comparer les différents modèles, ils performent très très bien. Ils ont des scores très comparables avec leur Mistral large qu'ils ont annoncé il y a 2 jours. Ils ont je pense, des performances presque comparables à GPT-4. Et parfois, dans quelques on va dire, benchmarks, tu sais, pour comparer ces modèles-là, on a beaucoup de benchmarks. Hein. Des benchmarks, par exemple, pour évaluer leur capacité à répondre aux questions, pour évaluer leur capacité à traduire, à raisonner, des tests logiques, à développer du code, à résoudre des problèmes mathématiques. Et donc, presque dans tous les benchmarks, on va trouver Mistral large très, très, très haut. Oui. Et ben justement, il y a une vidéo que j'ai regardée sur la chaîne Underscore, avec Micode. La vidéo, elle s'appelle ChatGPT vient de se faire détrôner par des génies français. Je vous la conseille, elle est top. En gros, ce qui s'est passé, c'est que sur le compte Twitter de Mistral, donc sur le compte X, on dit comme ça maintenant. C'est un compte X. D'ailleurs, du coup, on dit. Est-ce qu'on dit il y a des tweets ou il y a des X? Genre, ça se passe quand même. On sait pas. C'est vrai? En tout cas, ceux qui nous regardent, ils comprendront. Bon, bref, vous comprenez ce qu'on dit, quoi. Donc, il y a 3 tweets sur le compte Mistral qui ont été publiés comme ça. C'est juste des liens magnets, en fait, avec un torrent. Ça a été publié sans aucune explication, sans aucune communication. Et en fait, quand on télécharge, c'est un modèle ouvert à 7 milliards de paramètres. Il faut savoir que ChatGPT, aujourd'hui, c'est environ 70 milliards de paramètres. Donc, quand on s'attend à télécharger ce modèle-là, on se dit, bon, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, finalement, parce que 7 milliards de paramètres par rapport à 70, on ne va pas pouvoir faire beaucoup d'actions. Au final, donc, on peut faire tourner ce modèle-là en local, et il va être réentraîné avec nos propres données. Et donc, c'est une version améliorée. Et en gros, ce qui se passe, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Salim, c'est que, en fait, même avec peu de paramètres, ça équivaut... Alors, Micode explique 1000 fois mieux que moi, il faut vraiment aller voir cette vidéo. Mais c'était juste pour vous donner envie de voir et vous teaser un peu. On voit qu'en fait, qu'il détrône chat GPT, pas chatbot GPT. Donc voilà, donc, en gros, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. On vous met le lien dans le chat. C'est hyper intéressant et je pense qu'il faut suivre vraiment les avancées de Mistral et toutes les nouveautés dans les mois à venir. Et puis par soutien français aussi. Alors, ChatGPT, donc on va parler, oui c'est ce que je voulais dire, là on a parlé d'IA générative de manière générale, on va se focus sur ChatGPT, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on va dire qui va concerner d'autres outils d'IA générative. Donc avec ChatGPT, c'est aussi apprécié parce qu'on peut générer du code, notamment c'est apprécié auprès des étudiants. Liora, tu vas pouvoir nous en parler. Donc ça permet d'augmenter la productivité plus, j'ai l'impression, parce que moi je ne l'utilise pas à titre personnel, mais j'ai l'impression que ça peut augmenter la productivité d'un développeur. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que ça va transformer le métier de développeur et que ce serait une erreur que de ne pas l'utiliser. Alors qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu plus réfractaires. De toute façon, c'est toujours pareil quand il y a des innovations qui arrivent sur le marché. Bref, on va se pencher sur la question. Liora, est-ce que tu as déjà utilisé ChatGPT? Si oui, c'était pour faire quoi? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, je l'utilise assez régulièrement quand même. Ça permet par exemple, quand on a des erreurs de code, de cibler réellement où sont les erreurs dans le code pour nous permettre de débugger plus vite. On peut aussi leur demander des codes assez simples qu'on sait faire, mais du coup que c'est un peu plus long à écrire, donc au moins il nous sort une version un peu
raccourcis et qui marchent. Voilà, et principalement pour ça. Après, si jamais on cherche une librairie et qu'on ne sait pas trop laquelle utiliser, il peut nous aider aussi à choisir. Donc, c'est assez pratique. Pour les erreurs, du coup, ce que tu fais, c'est quoi? C'est tu fais un copier-coller de ton code et tu lui demandes alors, je fais un copier-coller de l'erreur et du coup, il me dit généralement de quoi ça vient. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'arrive à débugger mon code généralement. Donc, c'est assez pratique. Et ça nous fait gagner pas mal de temps, du coup, dans le débugage des codes parce que c'est une bonne partie de notre travail aussi quand on est en tant que développeur, quand on travaille dessus. Carrément. Ça prend beaucoup de temps. Et avec ChatGPT, il y a tous les langages de programmation. Tu peux lui soumettre tous les langages de programmation? Moi, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de restriction au niveau de langage de programmation. J'ai pas encore trouvé de langage de programmation qui faisait bugger ChatGPT, donc je pense que oui. Voilà. À vérifier quand même. Ok, très bien. Samy, est-ce que toi tu vois une différence entre du code qui est écrit par une IA générative et du code qui est écrit par un étudiant? Ouais, en fait, on va dire souvent oui. Bon, en fait, c'est un vrai challenge. Hein. Donc, ça fait maintenant, ça fait 1 an que les étudiants l'utilisent beaucoup. Ça dépend des étudiants, des étudiants qui utilisent en fait comme un ami, comme un agent, on va dire virtuel, assistant virtuel pour les aider, pour avancer vite, pour gagner en productivité, comme l'a dit Yola aussi, pour corriger les erreurs, etc. Mais d'autres étudiants utilisent juste pour faire le travail. Hein. Donc, nous, on sait qu'ils font ça. Les étudiants savent qu'on sait, mais ils ne le disent pas. Donc, mais ça reste le sujet un peu touchy que personne c'est un vrai sujet ne parce que nous, à l'EFRAY, on est école d'informatique, hein, donc du numérique, même généraliste dans le numérique. Donc, du coup, c'est une vraie question parce qu'on forme des ingénieurs, on forme des développeurs. Donc, on veut former des bons développeurs. Donc là, il y a un vrai risque, en fait, sur les compétences parce que les étudiants qui se font aider tout le temps par ChatGPT juste pour faire leur travail, et là, évidemment, ils ratent des compétences. Donc, c'est un vrai sujet. Nous, à l'EFRAY, en tout cas, depuis l'émergence de ChatGPT, il y a maintenant 1 an, quelques mois, hein, donc décembre 2023, on s'y penché tout de suite en fait, sur le sujet. On a pris au sérieux parce qu'il y a un impact sur l'enseignement côté étudiant et côté enseignant. Il y a un vrai impact. Et nous, à terme, donc, ce qu'on veut finalement, c'est former des ingénieurs avec des compétences. Donc, il y a un risque sur les compétences. Une vraie difficulté. Donc, la première question qu'on s'est posée, est-ce qu'on interdit? On était tous presque d'accord qu'il ne faut pas interdire, il ne faut pas marcher contre courant. Donc, c'est un outil d'aujourd'hui, c'est un outil de demain, il faut que les gens maîtrisent. Et aujourd'hui, les entreprises, hein, je parle au niveau professionnel, nous disent que les développeurs en entreprise qui utilisent des outils génératifs, hein, donc ChatGPT, Copilot ou bien d'autres outils, gagnent mais grave en efficacité. Et j'ai entendu en fait il y a 2 mois peut-être quelqu'un qui travaille avec Google qui dit nous on a en fait la productivité c'est 10-1. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire interdire l'utilisation de ChatGPT n'est pas la bonne solution. Maintenant, comment pour répondre à ta question, Yola en fait est passé dans, je l'avais en cours cette année, donc je fais malheureusement, moi je suis contre un peu le devoir sur table. Cette année j'étais obligé pour évaluer les compétences des étudiants de proposer un devoir écrit sur table, sur papier. Il est en dernière année, c'est qu'il est ingénieur, hein, donc je ne fais pas ça en M2 a priori, mais j'étais obligé de faire ça parce qu'il y a ces outils-là. On ne sait pas pour les projets LTP quelle est la partie, on ne peut pas être avec certitude, on peut pas dire avec certitude quelles sont les parties qui ont été faites par ChatGPT ou bien par l'étudiant. Donc du coup, on a proposé ça. Et pour le projet à la fin, donc j'ai proposé un oral. Et l'oral, je pose des questions. S'ils ont compris, tant mieux. C'est l'objectif finalement. On peut utiliser ChatGPT pour comprendre. Si on n'a pas compris, tout de suite on comprend. Après, il y a des patterns. Hein, donc quand on voit un code étudiant très bien commenté, avant chaque ligne de code, il y a un petit commentaire. Okay. Après, dans les commentaires, on arrive à bien distinguer les mots par ChatGPT. C'est vraiment facile. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils en ligne qu'on utilise qui permet de comparer, de savoir est-ce que le code a été généré par ChatGPT ou pas. Donc okay. On sait. Et les étudiants le savent. Mais on continue, quoi. Et pour générer du code, il y a aussi GitHub Copilot, donc qui est payant, mais ce que tu me disais la dernière fois, Liora, c'est que vous pouvez avoir la version gratuite ici à l'EFRAY. Donc ça fait des suggestions de code de la même manière. Non, ChatGPT ne fait pas de suggestions de code. ChatGPT, on est obligé de lui poser la question et c'est quand même en ligne, alors que GitHub Copilot, c'est quand même... on le voit, il y a plusieurs vidéos qui le montrent aussi, que c'est intégré dans les IDE, donc du coup, ça permet plus facilement, on ne passe pas par Internet.
c'est directement là où on code, Oui. on peut avoir cet agent, quoi. Et tu as une petite préférence du coup? Bah, ça dépend en vrai. C'est vrai que sur le code, GitHub Copilot, il nous aide aussi à corriger les erreurs. Donc, c'est comme ça que je l'utilise aussi. Donc, voilà. J'essaye de voir lequel va me donner une réponse assez simple pour que je puisse comprendre comment corriger l'erreur assez facilement. Ok. Voilà. Et alors j'ai remarqué aussi donc en faisant les recherches pour cette émission qu'il y a vraiment une science autour du prompt. Je trouvais ça génial. En fait, il est nécessaire de poser la bonne question aux IA génératives, donc de prompter. En gros, savoir de quoi on parle, c'est important, avoir des connaissances globales pour pouvoir poser la meilleure question possible. Liora, pour toi, ça veut dire quoi du coup, bien prompter? Bah, pour moi, bien prompter, c'est savoir donner la bonne question qui nous permettra d'avoir la réponse souhaitée. Pas que la réponse soit trop longue ou trop courte, mais vraiment nous permettre d'utiliser les bons mots qui vont nous permettre vraiment de répondre à la question de la manière dont on le souhaite. Et c'est ça un peu l'enjeu de savoir prompter plus ou moins bien. Ouais, une question précise pour une Voilà, réponse précise, quoi. Il y avait justement plusieurs vidéos qui existent sur YouTube. J'en ai regardé une notamment du youtubeur Teyo. Ça s'appelle ChatGPT, la formation ultime, tutoriel ultra Ouais, je complet pour connais ça, débutants. ouais. Alors, je me moque un peu, mais en vrai, la vidéo, elle est trop bien. Ouais, Donc, je vous la conseille aussi. Donc, dedans, dans cette vidéo, Teyo, il démontre qu'on a des meilleurs résultats, mieux on communique avec ChatGPT. Donc, en gros, il est hyper important d'aller loin et être précis dans la formulation du prompt, et c'est exactement ce que tu disais. Faut pas hésiter à modifier, à reformuler, à itérer, exactement, c'est le mot. Et à reposer les questions aussi, ça marche. À reposer parfois, les questions. si jamais on pose une question puis on la recomplète par la suite, en fait, du coup, la réponse va s'étoffer, et donc du coup, ça va être de plus en plus précis, et ça va plus correspondre à ce qu'on attendait. Ouais, ok. Et on peut aussi ce qu'on appelle instruire en fait les prompts, ça veut dire donner le maximum d'informations pour aider ChatGPT et d'autres donc à répondre de la bonne manière, à avoir plus de chances d'avoir une réponse correcte. On peut formater l'entrée, la sortie, on peut l'aider à raisonner. Et comme tu as dit, en fait, il faut accepter de faire ça d'une manière itérative. Parfois, on n'a pas la bonne réponse. Non, je pense à ça, il faut faire ça, etc. etc. Donc, c'est une science. Et ça, je pense, le prompting, tout le monde, étudiant ou pas, devront maîtriser. Donc, il y a plein de guides de bonne pratique en ligne, des vidéos sur YouTube de formation. Il ne faut pas hésiter à faire. J'ai juste, en fait, une petite anecdote. J'étais en train de voir hier en fait, une émission sur YouTube. J'ai oublié, en fait, pareil, il est très sympa, le mec qui le fait. Et il a dit, avec l'équivalent de ChatGPT aujourd'hui de Google, c'est Gemini. Et apparemment, avec Gemini, maintenant, à point ça, qui est un des modèles les plus gros et performe très bien, parfois, elle ne répond pas à la question. Et ça se fait de lui dire, en fait, mais ChatGPT répond à la question, et là, en fait, il est provoqué, il répond à la question. Parce qu'en fait, les fournisseurs de ces outils-là ajoutent évidemment de contrôle pour éviter toute réponse et toute, on va dire, utilisation abusive non conforme à l'éthique ou aux lois. Donc, oui. Et là, apparemment, Gemini, il a ce défaut-là. Provoquez-le en disant mais ChatGPT sait répondre à cette question. J'ai vu aussi que c'était important en début de dire dans le prompt, tu es expert en. Et donc, du coup, est-ce que tu peux me donner une réponse? On verra un exemple tout à l'heure par rapport au référencement, mais on peut lui dire tu es expert en SEO, pardon. Oui, c'est ça, SEO pour le référencement. Et donc du coup c'était intéressant, et j'ai bien aimé dans sa vidéo, Teyo, il disait l'équation d'un bon prompt, c'est prompt égale en gros 3 segments au mieux: instruction, contexte et objectif. Bref, il faut rédiger la bonne demande et voilà. Et oui, et dans un de tes webinaires que j'ai regardé, Salim, à un moment donné, tu parles même de prompt engineering. Oui. C'est l'art en fait de faire les bons prompts, de faire ça d'une manière précise, itérative, donner le maximum d'informations, aider ChatGPT à raisonner, à réfléchir. On appelle ça chain of thought. Donc on peut donner des exemples. Parfois, par exemple, je veux que la sortie soit sur mon format à moi. Donc je peux lui dire que je veux en fait la réponse formatée comme ça. Et je donne une réponse d'une autre question avec la réponse souhaitée. Et donc on appelle ça few shot prompting. Ça veut dire en fait je pose une question, mais je donne aussi des exemples des questions et des réponses. Et après, on peut formater la sortie, on peut faire plein de choses, on peut jouer avec. C'est vraiment le prompt engineering aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas un métier. Tout le monde devra
faire, Ouais, c'est la de prompt base. engineering, Ouais, ouais. étudiants et tout le monde, quoi. Ouais, comme tu dis, il ne faut pas hésiter Ouais. à jouer avec. Ah ouais, C'est ouais, exactement ça. pour moi, ça devient plus que ça parce que ça bouleverse. Hein. Peut-être on parlera après de l'impact sur les entreprises. Oui. Il y a un vrai impact. Tout le monde a besoin de faire ça. Aujourd'hui, nous, on forme des développeurs. On essaye, j'espère, les bons étudiants évidemment comprendront plus rapidement que même si aujourd'hui, avec des outils comme Copilot qu'on intègre facilement à son environnement de développement, ou avec ChatGPT qui est très facile, très sympa à utiliser, ou avec Perplexity, etc., aujourd'hui, si on confie tout à ChatGPT ou à ces outils-là, on risque de passer à côté de compétences. Il faut maîtriser les fondamentaux, il faut savoir développer et Ouais. après utiliser ChatGPT pour gagner en productivité. Parce Oui, que et que demain, ce si soit un ChatGPT ou assistant. ces outils-là se trompent, bah, il faut Ouais. que les bons développeurs en fait, Oui, carrément. qui savent trouver en fait les erreurs et aller plus loin que ces outils-là. Oui, oui, Il faut l'utiliser comme un assistant et pas il comme faut un qu'on puisse le remplaçant. comprendre Tout à fait. aussi. C'est pas Exact. le seul truc, c'est pas de l'utiliser, d'avoir une réponse et bon de mettre la réponse. C'est aussi de le comprendre parce que du coup, si on ne comprend pas, s'il y a une erreur derrière, bah on comprend. Si on comprend pas le code de base, bah on comprendra pas la réponse. Ouais. L'erreur aussi, donc Oui, ouais. carrément. Puis on apprend rien. C'est ça. Alors, on va voir aussi, donc là on a parlé surtout par rapport aux étudiants que ça permettait de générer du code. Je vous propose qu'on regarde un peu en quoi ça peut être un assistant aussi auprès des étudiants, mais de manière générale. Parce que auprès des étudiants, ChatGPT peut quand même identifier leurs points forts pour mieux en parler lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Alors j'ai fait le test en copiant-collant mon CV. Et du coup, il reformule et je trouve ça génial. Il peut simuler aussi un entretien d'embauche. Pareil, je trouve ça top. Si on lui donne du contexte, etc. Enfin, les questions, elles sont vraiment pertinentes. Je l'ai testé. Ça aide à réviser son code. On donne des conseils de carrière par rapport aux tendances du marché. Et des opportunités. Il peut générer un planning de révision, créer des exos ou des QCM pour se préparer à un examen. Enfin bref, il y a énormément de choses possibles. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Alors, on a un petit bug aussi, nous on le voit pas, mais là, je pourrais vous le partager, Liora et Salim. J'ai toutes les questions qui vont me remonter ici. N'hésitez pas à nous dire dans le chat quelles sont vous les utilisations que vous faites de ChatGPT pour qu'on en discute ensemble. Mais voilà, la question c'était, Liora, toi, comment tu maximiserais l'utilisation de ChatGPT en tant qu'étudiante? Bah moi, je pense que c'est l'utiliser pour approfondir ce qu'on a besoin d'approfondir. Par exemple, savoir si on a eu tous les arguments pour et contre envers un sujet, si jamais on a besoin de le développer sur un écrit, par exemple. Mais c'est l'utiliser, mais sans trop l'utiliser non plus. Savoir le comprendre, mais tout en l'utilisant, quoi. Ok. Et j'ai vu aussi, il y a pas mal de bases de données de prompts qui existent. Et ça aussi, c'est top parce que des fois, on n'a pas forcément d'idées pour le faire. Et donc, j'ai vu, pareil, on vous mettra le lien dans le chat parce qu'il y en a une qui était pas mal, mais il en existe plein, donc il ne faut pas hésiter à aller voir. On peut apprendre une langue et du coup, il y a différentes idées. On peut faire des jeux de rôle, on peut simuler un cours avec un professeur. Enfin, voilà. C'est intéressant, il ne faut pas hésiter à creuser. Tout ça pour dire que tu en parlais aussi un petit peu tout à l'heure déjà, Salim, il n'y a pas que des côtés positifs, bien évidemment. Il y a des limites à son utilisation et on va voir ce qu'il y a. Moi, une des premières choses que je me suis dit, c'est si on prend un sujet de dissertation et que chaque élève utilise ChatGPT. Bon, déjà, outre le fait que l'exercice ne sert plus à rien, mais si chaque étudiant utilise ChatGPT, finalement, c'est exactement le même raisonnement derrière. C'est exactement la même construction. Et il n'y a plus de touche de l'étudiant. On ne ressort plus la personnalité de l'étudiant. Ça, c'est une des limites que moi, je me suis dit et identifiée. Mais il y en a d'autres. Et Liora, est-ce que tu en as en tête? Oui, c'est vrai. Bah, par exemple, là, sur la version 3.5, on voit qu'il ne cite pas ses ressources. Donc parfois, quand on lui demande des éléments, il peut nous sortir des chiffres, mais qui ne sont pas fondés. Donc il n'y a pas de source derrière. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est de lui demander des choses, mais pas trop compliquées non plus, et qu'on peut vérifier. Parce que c'est vrai que quand on sort un chiffre, il faut quand même aller le vérifier. Ça m'est déjà arrivé qu'il sorte des chiffres qui, en fait, il n'y ait pas de source derrière, et que ce soit un chiffre totalement aberrant. Donc voilà. Et ça me fait penser qu'à un moment donné, je lui ai demandé... parce qu'on a toujours un Easton Gaming où on fait gagner des lots, ça va arriver. Et donc je lui ai demandé de me générer un QCM. Et donc il m'a généré un QCM et puis il disait à un moment donné,
Je lui ai demandé, fais-moi un truc drôle, etc. Bon, c'était pas top au final ce qu'il m'a sorti. Il m'a sorti une question à un moment donné, c'était comment les jeunes étudiants appellent ChatGPT. Et donc il disait un nom, je me rappelle plus c'était quoi. Donc moi je voulais connaître l'histoire tout autour. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu peux me dire d'où ça vient, enfin pourquoi les étudiants t'appellent comme ça, etc. Et il me disait, ah non désolé, je me suis trompée. Ah bah ouais, Et là, t'es là, ok, bon bah merci, mais donc oui, il y a vraiment ce truc-là, il y a un problème de source, quoi. De source. Bah, en fait, dans la version 4, et il est capable de citer les sources, il est capable de sortir les liens, mais pas dans la version 3.5. Donc, dans la version du coup, accessible à tout le monde et la plus connue, bah, du coup, il n'y a pas de source, et c'est ça qui est aussi, qui est aussi problématique. Donc, voilà. Et Salim, tu parlais, pareil dans la présentation que j'avais vue, d'hallucination. Voilà, en fait, j'allais dire à venir. En fait, l'hallucination, c'est quand on demande, on pose une question ou on demande quelque chose à ChatGPT ou tous ces outils-là, et on a une réponse qui nous semble précise, concise, alors que c'est tout à fait faux. Donc ça, c'est un des problèmes qui est arrivé avec l'IA générative. Donc évidemment, on va dire avec les nouveaux outils, ChatGPT 4, il fait beaucoup moins. Beaucoup moins, vraiment. Donc, du coup, donc, moi, je dis toujours aux étudiants d'aller vérifier toujours et écrire les bons prompts. Parce que si on écrit les bons prompts, si on lui dit, OK, je vais te poser quelques questions sur l'or, mais d'abord, cherche l'or. Si tu ne connais pas, tu me dis que tu ne connais pas. Bah là, ça change tout de suite. On dit, OK, parce que si je dis qui est Laure Guibaud, donc elle est capable d'inventer une personnalité qui n'existe pas. Okay, donc, on peut, avec le bon prompt, éviter ça, mais ce n'est pas gagné. Donc, du coup, il faut toujours se méfier de ces problèmes-là, donc pour les étudiants, mais aussi pour tout le monde. Donc, il faut toujours vérifier. Il y a aussi un autre problème qui est, tu as cité tout à l'heure, en fait, la pensée unique. Oui, c'est un vrai problème parce que c'est un modèle finalement, on ne parle pas à une personne. Donc, on parle d'un modèle d'IA générative qui a construit ses connaissances sur les données de passé. Ouais. Et il est figé, ce modèle-là. Donc, on peut parler d'une pensée unique. Donc, la propagation d'une pensée unique, c'est un des risques et pour les étudiants, les jeunes, mais beaucoup d'autres personnes. Ça, c'est un autre problème. Les données débriquées, donc du coup, c'est débriquées, donc du passé. Débriquées. Ouais. Je ne connais pas ce mot. Débriqué. Ouais, deprecated en français, débriqué. Ok, je connaissais. Donc débriqué, ça veut dire en fait, c'est données du passé, parce que si tu poses une question sur quelque chose qui est arrivé hier, il ne sait pas répondre. Oui. Parce qu'il a été entraîné sur, par exemple, GPT 3.5, je pense, jusqu'à avril 2023. Il vient d'annoncer hier que GPT 4, maintenant, il est entraîné sur les données jusqu'à décembre 2023. Donc, c'est récent, mais il ne connaît rien sur ce qui s'est passé en janvier, en février 2024. Ouais. Donc, ça, il faut faire attention. Il y a un autre problème qui touche les étudiants, mais aussi tout le monde, le respect de la propriété intellectuelle. On sait en ce moment, par exemple, je donne un exemple là, parce que lui, ces données-là, ces outils-là, ils ont été entraînés sur des données qui sont disponibles sur Internet. Parfois, sont demandées l'autorisation ou le consentement de celui qui a la propriété intellectuelle. Donc, en ce moment, il y a depuis maintenant 2 mois, New York Times a déposé une plainte contre OpenAI parce qu'ils ont utilisé le contenu, donc les journaux de New York Times, sans avoir le consentement ou l'accord voilà. Donc, du coup, on peut se trouver avec ce problème-là. On a un contenu généré qui appartient à un auteur, un journal, une entité qui n'a pas donné l'autorisation à ces, on va dire, développeurs en fait, de ces outils-là à l'utiliser. Donc ça, c'est aussi un vrai problème. Et donc, du coup, pour les étudiants, on peut tomber ce qu'on appelle le plagiat. Oui, carrément. Ouais. Alors juste, du coup, pour revenir, j'avais pas vu quand j'ai demandé si il y avait des cas d'utilisation auprès des étudiants. Il y a Mathieu qui nous a répondu ChatGPT pour vulgariser des notions, expliquer du code, faire de la génération Doomy et sinon copilote pour le code. C'est quoi la génération Doomy? Génération Doomy. D-U-2-M-Y. Mathieu, tu peux nous dire... Et alors après, il a dit il voudrait savoir ce que les intervenants pensent de Sora. L'IA qui a créé des vidéos annoncées par OpenAI. Oui, en fait, Sora, elle a été, je pense, publiée il y a 2 semaines de ça. Donc, je pense que l'accès n'est pas encore public. Donc, il y a des bêta-testeurs qui vont le faire. Là, on est entré dans une ère très, très importante, on va dire, parce que
J'ai vu les vidéos qui sont Ah générées oui, par c'est pas Sora. une vidéo où on voit un peu à Tokyo, on dirait que c'est... Ils ont sur leur page, en fait, OpenAI, on va sur Sora, la page de Sora, on a plein de vidéos, mais qui ont été générées avec des petits prompts, mais d'une durée de quelques dizaines de secondes, mais c'est magnifique. On n'a pas l'impression que c'est sont générés, ce sont fake. On a l'impression que c'est vraiment des vraies Ouais. images. Et donc, oui, ça va bouleverser aussi beaucoup de choses, hein. Donc là, on parle de génération de vidéos, audio, images, texte. Donc, on génère tout ce qu'on veut. Donc, oui, l'impact est important. Donc, moi, je n'ai pas encore testé, mais d'après ce que j'ai vu sur OpenAI, franchement, c'est magnifique. C'est très, très important. Et alors, pour revenir aux limites, j'espère vous apprendre un truc. Merci Blicode d'exister parce que j'ai adoré cette vidéo aussi. J'ai pas noté. Ah mince, j'ai pas noté le titre de la vidéo. C'est pas grave. Je crois que c'était ChatGPT danger, un truc comme ça. Bon bref. Ok. Donc une des limites, c'est aussi donc, les plugins parce qu'on peut les détourner avec des injections de code pour faire de l'exfiltration de données ou de l'exécution de code. Je m'explique. Donc justement, dans une de ses vidéos, Micode, sur sa chaîne Underscore, il montre cet exemple-là. Il prend le plugin qui permet de résumer un article. Et en fait, donc, il simule un chat avec ChatGPT et avec un historique. Donc imaginons, il y a un historique avec un mot de passe. Ensuite, on ne crée pas une nouvelle conversation, on est toujours sur le même compte. Et en fait, on utilise ce plugin-là pour faire résume-moi tel article. Et bien en fait, il y a dans l'article qui a été créé par une personne malveillante, il a pu faire des injections dans son article. Et donc du coup, quand ça va arriver sur ChatGPT, il y a une image qui va être générée dans ChatGPT. Et en gros, pour afficher cette image, ChatGPT va faire une requête et donc sur un serveur. Et dans cette requête, il y aura toutes les informations de l'historique de conversation. Donc la personne malveillante va récupérer toutes les informations de la conversation de l'utilisateur avec ChatGPT. Et ça, il nous montre l'exemple. Vraiment, je vous conseille cette vidéo-là. On peut vous la mettre dans le chat, je l'avais mis dans les assets. Mais voilà. Salim, est-ce que tu en avais entendu parler de ce genre de détournement de plugins, de danger? Non, je n'ai pas vu ça, mais c'est un danger évidemment réel. Donc déjà, injecter de code malveillant dans un document, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Donc on imagine évidemment aujourd'hui, parce qu'avec ChatGPT et bien d'autres, moi j'ai ChatGPT+, hein, donc je peux lui envoyer un fichier PDF ou bien un lien et lui demander de faire un résumé. Je fais souvent d'ailleurs, en fait, quand on a documents, là en fait il y a 2 semaines, j'étais en train de me former un peu sur le AI Act. J'ai pris en fait le texte de loi, je donne à ChatGPT et sort moi en fait les points les plus importants, etc., etc. Donc oui, ça existe. Les vulnérabilités qu'on va trouver ailleurs, on va trouver ici, évidemment. Après, comme en fait, c'est un débat qui existe depuis un petit moment, tout le monde est vulnérable, même les fournisseurs en fait de ces outils-là. En ce moment, parce que ces outils-là sont nouveaux, donc c'est plus, on va dire, facile de trouver parfois d'endroits pour y pénétrer, mais je pense qu'ils vont prendre ces sujets au sérieux, ils vont apporter les correctifs, ils font ça tout le temps. Par exemple, si on revient au problème d'hallucination qui existait beaucoup l'année dernière, là c'est beaucoup moins en fait que l'année dernière. Et la même chose en termes de sécurité. Je pense on va avoir plein de sujets comme ça et voilà, il y a des gens qui sont doués, hein, donc de trouver les prompts pour contourner et pour obliger ces outils-là à faire, on va dire, à dire ce qu'ils ne devraient pas. Et donc du coup, donc ça, c'est une réalité. Je peux pas, moi-même en fait, je pense, il faut être réaliste. On n'est jamais sécurisé à 100%. Ça n'existe pas parce que d'un côté, on va avancer pour protéger mieux. D'un autre côté, en fait, les hackers, les gens qui sont là aussi pour parfois détester pour les bonnes raisons, hein, pas nécessairement pour faire une utilisation malveillante, ils sont aussi là pour faire leur job. Et justement, on a une question de Skip, je pense que c'est comme ça qu'on dit. L'entraînement de ces IA entraîne forcément des biais, comme on l'a vu avec la polémique autour de Gemini de Google récemment. Y a-t-il des manières de contrer cela ? En fait,
Tout ça est en train d'être réglementé au moins au niveau de l'Union européenne. Parfait, transition parfaite. Voilà, tu vois, donc AI Act a été, c'est la nouvelle loi sur l'intelligence artificielle. Il a été, on va dire, validé en décembre 2023, Oui, donc c'est il y a ça, 2 mois, ce que j'ai vu et aussi. il devrait être voté par le Parlement européen dans les prochaines semaines. Et dès que, en fait, cette loi sera mise en œuvre, il sera obligatoire pour toutes les entreprises qui développent des systèmes d'intelligence artificielle. Et au niveau de timeline, par exemple, si il est voté demain, il sera mis en œuvre en fait dans 6 mois, les entreprises qui génèrent, qui développent les outils d'IA génératifs, ils ont 1 an pour être conformes. Hmm. Donc, être conforme, il y a un minimum. Il faut savoir, il faut montrer. Bon, il y a plusieurs choses, hein, donc on ne va pas entrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de détails dans la loi. Mais le sujet de l'IA générative a été aussi adressé récemment. Et donc, toutes les données qui ont été utilisées pour l'entraînement devraient être, on va dire, détaillées par des rapports, indépendamment à ce qu'on est open source ou pas, parce que le texte de loi vis-à-vis en fait des outils d'IA générative, il distingue entre open source ou pas. Il distingue aussi en fait entre est-ce qu'il y a un risque systémique ou pas, donc en fonction, on va dire, de nombre d'opérations par seconde. Par exemple, si cet outil fait plus de 2000, si je ne me trompe pas, 1025 opérations par seconde, ils ont d'autres obligations, ainsi de suite. Ah, Donc ok, tout ça d'accord. sera encadré, Ok. juste pour rassurer les gens, sera encadré par ce texte de loi qui va être, à mon avis, qui va arriver très rapidement sur le marché. 6 mois après, on va dire, l'adoption de ce loi ou bien la mise en œuvre, les entreprises qui fabriquent des systèmes d'intelligence artificielle à risque inacceptable devront retirer ces systèmes du marché. 6 mois. Parce qu'en fait, cette loi classe les systèmes d'intelligence artificielle en fonction de leur risque. Risque inacceptable, voilà, au bout de 6 mois, Ouais, on arrête. ouais. Risque élevé, on encadre. Documentation technique. Mm. Montrer que vos systèmes, en fait, et vos données ne sont pas biaisés, pour répondre à la question. Montrer une supervision par l'humain, c'est obligatoire. Faire un risk assessment, donc évaluation de risque, mais d'une façon continue, et publier des rapports techniques sur tout ça. Ça va être obligatoire pour les entreprises qui fabriquent des systèmes d'intelligence artificielle à Ok. risque élevé. Et j'ai vu aussi, il y a des choses qui se passent, bon, j'ai pas regardé, mais côté Chine et Amérique, Mm. enfin, en tout cas, les gouvernements regardent pour mettre des lois et cadrer un peu ça. C'est le débat Ouais, du actuel. jour. Est-ce que en fait, les Américains, les Chinois vont très vite? Nous, on regarde d'abord la réglementation, comme ça on risque de freiner un petit peu en fait, les entreprises innovantes. C'est un sujet, voilà. Alors, dernière partie avant de passer à l'instant gaming et la deuxième partie. J'ai vu aussi qu'une des limites de ChatGPT et de ces IA génératives, ça pouvait être la consommation énergétique. Et ben, je me suis penchée sur le sujet. Alors, à prendre avec d'énormes pincettes, parce que déjà, j'ai travaillé le sujet juste 15 minutes avant le live, donc j'ai pas pu revérifier, parce que j'aime bien vérifier à droite, à gauche, etc. Donc, à prendre avec d'énormes pincettes. Mais j'ai bien aimé l'approche. Il faut savoir que je vais parler d'une mini-étude qui a été faite par une entreprise qui s'appelle Équipe. Donc, ils ont un blog. Il faut savoir que c'est une entreprise verte qui promeut... en fait, ils développent des titres restaurants écologiques et solidaires pour encourager une alimentation végétarienne, locale, etc. Donc, ils sont vraiment dans le milieu et c'est des valeurs qu'ils prônent. Et pourtant, le résultat va être... Frappant. frappant, ouais, mais étonnant. Ouais. En gros, donc, ils ont fait l'exercice de calculer combien de kilogrammes, non, là ça va être combien de grammes de CO2 sont émis par requête ChatGPT. Ils ont fait cet exercice-là sur 3 catégories. Première catégorie, le développement du modèle d'apprentissage de ChatGPT. Deuxième catégorie, l'énergie pour répondre à une requête. Et troisième, l'impact de la construction des serveurs. Je ne vais pas aller hyper dans le détail, mais dans la première catégorie, donc le développement du modèle d'apprentissage de ChatGPT, on est à 0,14 g de CO2 par requête. En gros, se sont basés sur un index, le Stanford Artificial Intelligence. Ils ont récupéré le nombre de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone pour entraîner GPT-3 et le nombre de mégawattheures d'énergie sur une base de 10 millions de requêtes par jour. Et ils n'ont eu que 0,14 g de CO2
par requête. Deuxième C'est catégorie. beaucoup. Bah, oui, je Oui. suis d'accord que c'est beaucoup, mais Mm. justement, la conclusion est hyper intéressante. Mm. Dans le deuxième catégorie, l'énergie pour répondre à une requête. Donc, ils se sont basés, en fait, il n'y avait pas trop de chiffres là-dessus, donc ils se sont basés sur une requête Google. Et ils ont trouvé 0,1 g de CO2 par requête. Donc, ils ont pris la même chose. Et dans la troisième catégorie, c'est l'impact de la construction des serveurs. Et là, ils sont arrivés à 0,42 g de CO2. Et cette fois-ci, ils se sont basés sur le fait que la fabrication d'un serveur, ça représentait environ 20 à 30% de son empreinte carbone totale sur l'ensemble de son cycle de vie. Et donc, si vous allez sur cet article-là, dont le lien on vous met dans le chat, il y a un petit graphe que j'adore qui est tout à la fin. Et en fait, ils disent, ce qui est intéressant, donc ça fait un total de 1,54 g de CO2 par requête. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on compare, quand on met à l'échelle d'autres choses, on se rend compte que c'est vraiment pas grand-chose. Si par exemple, on prend, et du coup, j'ai pas les exemples. Associé. Ok, alors de mémoire, il y avait 200 g de viande rouge, ça émettait, je crois, 5 g de CO2. Alors que là, on est à 1,54 g, pardon. Et il y avait aussi un trajet en voiture. Je ne sais plus c'était quoi exactement le trajet, mais c'était un petit trajet. Et on était dans les 14 grammes, etc. Et ce qui était intéressant dans cet article, c'était en mode choisissez vos combats. Parce qu'il y a des priorités à mettre. Et là, l'urgence, elle est vraiment importante en termes de circonstances actuelles, d'urgence climatique. Et j'aimais bien aimer le message qui était choisissez votre combat parce que oui, ok, c'est polluant. Mais en fait, nous, en tout cas, en tant que citoyens, on peut avoir un impact bien plus grand ailleurs. Est-ce que ça vous étonne, Liora? Du coup, moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre comme chiffre, mais ça me paraît plutôt bas. Donc, je m'attendais à un chiffre beaucoup plus élevé. Mais du coup, c'est plutôt bien parce que du coup, ça montre que même si on l'utilise assez régulièrement, il n'y a pas un fort impact sur l'écologie par rapport autant que par rapport si jamais on mangeait de la viande rouge ou si jamais on prenait plus la voiture. Donc c'est intéressant. Parce que je trouve que c'est vrai que quand on en parle, tout de suite on a l'impression que c'est hyper polluant, etc. Et finalement, si on ramène à un ordre de grandeur différent, on se rend compte qu'il y a d'autres choses à faire qui sont prioritaires. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes. Tout à fait. C'est un vrai sujet. Il faut prendre avec des pincettes, en fait, l'étude. Aujourd'hui, les gens en parlent et c'est normal. Parce qu'on parle des large language models, des modèles de langage énormes. Donc, si on prend GPT-4, déjà, personne ne sait c'est quoi la taille exacte. On dit 1000 milliards de paramètres. On dit parfois 1700 milliards de paramètres. Donc, c'est juste énorme. Donc, c'est normal de penser d'un point de vue écologique, bien sûr, impact sur l'environnement. Après, si ça ne consomme pas comme on pense, tant mieux. Oui. Après, il faut vraiment prendre les études avec pincette parce que pour moi, surtout, il parle de ChatGPT. Sur OpenAI, on ne connaît pas. OpenAI ne communique pas trop sur l'infra. Moi, j'ai vu sur une vidéo de Sam Altman sur YouTube, on lui a posé la question combien ça coûte pour entraîner un GPT-3, pas 4. Est-ce que c'est quelques millions d'euros? Il a dit clairement, OpenAI ne communique pas sur ces questions-là, mais c'est quelques centaines de millions de dollars. Donc, du coup, voilà. Donc, moi, je serais content, évidemment, parce que malheureusement, on est dans un monde on va de plus en plus vers l'utilisation du IA générative. On n'a pas le choix aujourd'hui, je dis encore une fois. Donc, un développeur qui ne maîtrise pas ces outils-là sera certainement remplacé par un développeur qui maîtrise ces outils-là. Parce que le gain en productivité, il est très important. On dit entre 3 à 10 fois plus rapide, en fait, pour avoir quelqu'un qui maîtrise. Donc, du coup, il faut maîtriser. Donc, on va vers un monde dans lequel l'IA générative sera encore plus présente. Si ça ne consomme pas comme on pense, tant mieux. C'est la seule chose que je peux dire. Merci, bonne soirée. Je vous propose de passer à l'instant gaming. À chaque fois, je ne sais pas comment dire, instant, bref. C'est parti.